Dadou, Virgile Aronce. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Et vous avez raison car le menu de ce jour en vaut la chandelle. Virgile Aronce, bonjour. Bonjour Wilfred Hervé Adon, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure dominicale. Vigile à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, dit-on. Contrairement à nos habitudes, nous accueillons à la fois dans ce 110e numéro de notre programme 3 différentes chapelles en course pour la prochaine présidentielle. Il s'agira dans cette émission de croiser les propositions et les ambitions pour le Bénin de Pascal Irénée Koupaki, de Lionel Zinsou et de Sébastien Adjavon dans des domaines très précis. Pour cet exercice inhabituel, nous accueillons Simon Narcisse Tometi. Vous vous définissez comme un généraliste du développement de par votre formation polyvalente. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, Bénin, de la crise systémique des valeurs à la crise cycliste des réformes, puis de la dictature du développement. Vous êtes directeur de l'école de la nouvelle conscience. C'est bien logiquement que vous représentez Pascal Irénée Koupaki dans cette émission. Saka Fikara, censé nous rejoindre dans cette émission. Il est homme politique, président du MDS, anciennement membre de l'Union Fait la Nation, député de la 5e législature et soutien de l'un des opérateurs économiques en compétition pour la présidentielle. Il s'agit de Sébastien Adjavon. Nous espérons qu'il nous rattrapera parce que cette émission vient de commencer. On l'attend toujours. Sébastien Do, lui, ne soutient pas Adjavon, mais représente les intérêts de Lionel Zinsou dans ce studio. C'est très cohérent puisqu'il est l'un des cadres encartés au Parti du Renouveau démocratique. Sébastien Do est également conseiller communal à Calavi. Monsieur, bonjour, bienvenue et merci d'être venu confronter les idées de vos candidats à celles de leurs concurrents. Alors, sans davantage de formalités, allons à l'essentiel si vous le permettez. Nous parlerons de quelques points choisis dans les projets de société de vos candidats respectifs, tout en sachant que dans ce pays, personne ne se fait élire sur la base d'un projet de société. Nous allons en parler quand même. Les déterminants du vote étant ce que vous connaissez tous et que les Béninois connaissent également. Alors, c'est un fait que notre démocratie à l'épreuve de la pratique montre des signes d'essoufflement. De nombreux candidats stigmatisent des pathologies générées par l'élite politique et dont les manifestations font dire à l'actuel locataire de la Marina que, je cite, notre classe politique est médiocre, y compris moi-même, fin de citation. Pour corriger ces troubles de croissance, quasiment tous les candidats promettent des réformes politiques séduisantes. Alors, de façon concrète, à l'école de la nouvelle conscience, quelles sont les 3 réformes les plus significatives que vous préconisez pour donner un peu plus de couleur à notre démocratie endolorie, Narcisse Tometi? Merci beaucoup. La réforme des réformes, c'est la réforme du système partisan, parce que c'est inadmissible pour un petit pays comme le Bénin qu'on ait plus de 250 partis politiques. Et aucun des partis politiques n'a une envergure nationale. Il faut aller vers des coalitions hétéroclites pour parler de système politique couvrant le pays. Un autre élément lié au système partisan. Qu'est-ce que vous y mettez, réforme du système partisan? La réforme du système partisan, déjà il faut réduire le nombre de partis politiques. Il faut arriver à avoir de grands blocs de partis fondés sur l'idéologie et non fondés sur l'argent. Donc légiférer pour réduire le nombre de partis. Absolument. D'accord. Mais surtout par quel mécanisme? Le premier mécanisme, c'est l'idéologie. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'aligner les partis politiques sur un courant idéologique. Je n'arrive pas à situer des partis politiques sur la droite, le centre, la gauche. Tous les partis politiques au Bénin sont alignés sur l'argent. Et nous disons, vous savez, Mitterrand a dit une chose que moi j'apprécie bien. Il dit il y a 2 façons de faire la politique. On fait la politique pour le pouvoir et on fait la politique pour le profit. Au Bénin, on fait la politique pour le profit. Et la manière dont on mène la conquête du pouvoir détermine la manière dont on l'exerce. La manière dont on l'exerce. Oui. Alors, Sébastien Dehou, la même question s'adresse à vous. Quelles sont les réformes précises que votre candidat Lionel Zinsou propose? D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Je voudrais... Je préfère qu'on m'appelle Monsieur Adon. Ok, Monsieur Adon. Ok. Comme vous le savez, je suis tout à fait, disons, en harmonie avec Monsieur Tometti, le représentant donc, de Pascal Kopaki, pour dire que il n'est pas possible d'envisager qu'il existe, disons, une démocratie sans système partisan. Or, aujourd'hui, je puis dire que notre système partisan est totalement affaibli, d'autant plus que, comme vous le constatez, très peu de partis politiques ont pu donc dégager en leur sein de candidats pour les élections présidentielles. Donc c'est un constat commun. C'est un constat commun. C'est un constat commun. Mais par contre, nous, nous avons fait donc le constat, nous l'avons marqué et nous estimons que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons réunir les politologues, les sociologues, les partis politiques, un certain nombre, en tout cas ceux qui sont concernés, pour pouvoir donc réfléchir ensemble pour dire quel est le chemin que nous traçons donc pour notre système partisan. Nous ne pensons pas que tout de suite il faille dire il faut réduire le nombre donc de partis politiques, il faut l'augmenter ou bien il faut le redimensionner. Non, nous pensons qu'il existe un problème. Non mais donc, si c'est quand vous serez là-bas que vous allez y penser, ça veut dire que vous n'avez fait aucun constat. Non, qu'ils ont fait des constats. Quels sont les constats sur la base desquels vous nous avons fait le constat que depuis 25 ans, les partis politiques dont la fonction première est de conquérir donc le pouvoir n'ont pas pu conquérir le pouvoir d'étaler les essais. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pathologies de développement. Vous m'avez demandé quels sont les constats. Je suis en train de vous lister les constats. Dites-moi que ce que j'ai dit n'est pas un constat. Allez-y. Et je vais vous en donner acte. Mais pour nous, c'est un constat. Et il n'est pas possible donc qu'on puisse donc envisager qu'il existe des partis politiques qui ne puissent pas conquérir donc le pouvoir d'étaler les essais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Le deuxième problème que nous avons constaté, c'est qu'en réalité, il y a des partis qui se créent, mais qui ne participent pas aux activités politiques comme cela se doit. Donc les gens créent donc des partis tout simplement de façon occasionnelle. Mieux, lorsque nous voyons aujourd'hui notre code électoral qui demande par exemple à ce que ce soit les partis politiques qui proposent donc des listes de candidatures pour les élections locales et communales, nous nous attendons à ce qu'il y ait des partis qui aient des dimensions de village ou d'arrondissement. Alors, donc, ça, ce sont des constats que nous avons faits. Mais nous estimons que, oui, ce sont des constats. Nous avons notre manière donc de voir la chose, mais nous estimons que seule notre alliance ne peut pas, parce que le pays n'est pas seulement au mains de notre seule alliance, nous allons donc nous ouvrir à d'autres intelligences également pour pouvoir donc réfléchir afin donc de pouvoir trouver une issue consensuelle. Et je pense que c'est ça qui est la démarche qu'il faut. La démarche qu'il faut, ce n'est pas... C'est la démarche qu'il faut, dites-vous, monsieur Dehoux, mais est-ce que ça n'a pas la faiblesse, n'est-ce pas, de ne pas révéler, vous, votre idée? Peut-être que vous n'en avez même aucune. Ah oui, écoutez, nous en avons. Est-ce que vous ne risquez pas de vous perdre encore une fois? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez, par exemple, que nous révélions? Ce que nous pensons, c'est très simple. Nous pensons que... Donc ce que vous pensez, vous le gardez pour vous? Non, nous le gardons donc également pour nous, parce que vous savez que nous sommes dans un marché d'idées. Nous sommes dans un marché d'idées. Mais écrivez déjà ce que vous pensez. Ah oui, c'est écrit. Mais dites-le. Non, mais c'est écrit. C'est écrit. Et maintenant, lorsque nous serons... on va lancer donc la campagne parce que nous, on est des gens disciplinés. On ne veut pas se mettre donc dans la rue au travers donc des dispositions légales. Attendez de voir que nous rentrons donc en... Mais vous êtes ici maintenant. Oui, mais je suis ici. Vous êtes à la limite. Non, oui, absolument. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, nous avons fait donc des constats, nous avons fait nos analyses, et ces analyses-là, nous allons donc les reverser à tout un groupe donc de pensée pour pouvoir donc en sortir quelque chose donc de consensuel, parce que nous ne voulons pas construire pour les 5 ans ou les 10 ans que nous allons gérer le pays. Nous voulons construire pour 25 ans, pour 30 ans, pour 50 ans. C'est ça. Il ne faut pas perdre le temps. Nous avons fait 25 ans. Et maintenant, nous faisons donc le constat que nous n'avons pas avancé. Vous voulez que nous nous mettions encore donc dans ce schéma? Non, pas du tout. Nous sommes des gens, nous sommes des gens honnêtes et nous sommes des gens intellectuellement honnêtes et nous pensons que nous ne détournons pas donc la science infuse et que nous devons donc nous ouvrir. Ça commence. Très bien, monsieur très bien. Vous êtes des gens intellectuellement honnêtes. Vous avez réfléchi, vous avez vos idées que vous gardez pour vous, alors que nous sommes dans une période électorale où c'est la foi aux idées. Chacun doit sortir ses idées. Vous gardez vos idées pour vous. Alors, attendez la campagne électorale. Très bien.
mais enfin, vous n'avez pas attendu la campagne avant d'inonder le pays. Hein. Il suffit de regarder l'ORTB, tout le monde voit ce qui se passe, monsieur Dou. Alors, le débauchage politique est incontestablement l'une des... Si vous permettez, oui, vous parlez de réforme politique, mais la réforme des réformes, est-ce une braise, la révision constitutionnelle, puisque c'est une réforme également que personne n'ose évoquer? Absolument. Il y aura la révision de la Constitution. Nous allons réviser la Constitution. Et pour réviser la Constitution, ça ne peut pas être seulement de notre fait. Mais ça doit être du fait donc de l'ensemble donc des forces vives donc de la nation, des forces donc politiques donc du pays. Mais nous proposons qu'il y a donc des failles donc dans notre constitution et qu'il va falloir donc faire la relecture consensuelle donc de notre constitution. Et évidemment, et c'est ça notre démarche de pouvoir, parce que vous ne pouvez pas avancer tel qu'il a, et sur la commande Vigile a posé la question tout à l'heure, comment? Vous ne pouvez pas penser que vous pouvez faire donc des réformes si vous n'avez pas un minimum de consensus. C'est pourquoi d'abord, nous avons voulu donc, autour de notre candidat, avoir donc une large coalition pour avoir donc un plateau suffisamment large au niveau donc de l'Assemblée nationale, en tout cas dans la classe politique. Puis après maintenant, les autres forces, les forces sociales, les forces professionnelles, aller maintenant discuter donc avec elles, avoir donc une large consensus. Encore une fois, l'option de la concertation. Absolument, c'est clair. Très bien. On vous aura compris, monsieur Dewo, sur la même question, monsieur Tomatin. Vous pensez qu'on devrait toucher à la Constitution très rapidement? Non, il faut réviser la Constitution, on est d'accord, mais là n'est pas le débat. Alors, moi, permettez-moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur le point de départ. D'accord, allez-y. Je suis très peiné. Vous voyez, je suis venu ici avec 2 documents de 4 pages. Le premier document, c'est intitulé « Fondement constitutionnel et dimension spirituelle de la nouvelle conscience ». Deuxième document, « Les bases idéologiques de la nouvelle conscience ». Commencez d'abord par me demander quel est le bord politique ou idéologique de Pascal Irénée Koupaki. C'est un libéral humaniste. Nous sommes pour le respect de toutes les libertés fondamentales consignées dans la Constitution du 11 décembre 1990. Deuxième élément important, nous disons que toutes ces libertés doivent placer l'homme au cœur de tous les défis de développement de notre pays, parce que depuis 55 ans que nous sommes indépendants, sur les 5290 villages, du président de la République à la vendeuse de tomates à Dantokpa, personne n'est en mesure de doiter un seul village ayant atteint l'autonomie économique. Et de 2, c'est que la pauvreté s'est aggravée au cours de ces 3 dernières années au Bénin. Nous sommes autour de 50,9% de taux de prévalence de la pauvreté. Alors, nous disons que le système partisan au Bénin est l'une des causes majeures de la pauvreté. Quand on me dit au Bénin ici... Comment vous pouvez dire ça? Le système partisan permet d'injecter des milliards, surtout en période électorale. J'en viens. C'est la foi aux milliards. Oui, c'est la foi aux milliards. Comment ça peut approvisionner encore les populations? Non, je vais vous l'expliquer. Parce que nous avons fait des recherches sur ça. On n'est pas venu ici pour dire nous n'avons pas de position. Non. L'état-major pique, ce sont des techniciens. Ou des technocrates. Il y a même des paysans dans l'état-major. Ah bon. Des artisans. Ce que je voudrais vous dire, quand on me dit au Bénin ici que la classe politique n'est pas financée, qu'il faille le financement public, il y a une forte dose d'hypocrisie et de démagogie. Et je m'explique. Pourquoi nous avons, et le docteur Yahi Boni a gouverné ce pays durant les 10 ans avec 94 partis politiques et plus de 300 mouvements affiliés. Et aujourd'hui... Vous voulez parler de l'Alliance FCB? Oui, bien sûr. D'accord. Je dis bien 94 partis politiques et plus de 300 mouvements affiliés. Et dans ce lot-là, on n'a trouvé aucun Béninois résident au Bénin ici. Et ils sont allés chercher le candidat de mon ami de gauche. C'est un paradoxe. Et ce candidat n'a aucun parcours dans le système politique béninois. Du moins, non avéré. Ce qui me dérange... On a dit qu'il a été le conseiller du chef de l'État. Le conseiller du chef de l'État ne veut pas dire qu'on a milité dans un parti politique au Bénin ici. D'accord, vous parlez du parti. Ok. Alors, comment les partis politiques se financent? 1. C'est à travers les placements de leurs faux militants au niveau des postes stratégiques dans l'administration publique. 2. C'est à travers les marchés publics téléguidés. 4. C'est le détournement de deniers publics. Pour alimenter les partis politiques. Exact.
Donc, il y a un système public de financement informel des partis politiques qui fait qu'on ponctionne les deniers publics à tous les niveaux. Alors, si on ne règle pas la question du multipartisme intégral au Bénin, toutes les luttes que vous menez contre la corruption, contre le détournement de deniers publics, qui coûtent chaque année près de 1000 milliards à ce pays, c'est des luttes perdues. Donc, la réforme des réformes, c'est de réformer le système partisan sur la base d'idéologie et non sur la base d'argent. Et vous dites que cela a une dimension spirituelle, mais on ne comprend pas. Vous êtes allé nouer un pacte avec le bon Dieu, avec des entités dans les cieux. Non, s'il vous plaît, la notion de spiritualité se réfère d'abord à l'esprit de l'homme, à la pensée de l'homme. Ce n'est pas de la religiosité. Ok? Si vous lisez, vous prenez l'article 8 de la Constitution, on dit la personne humaine est sacrée et inviolable. À l'article 37, on vous dit les biens communs sont sacrés et inviolables. Ce qui me gêne dans ce pays, vous savez, nous avons voté depuis 1991 pour des candidats masqués, pour des masques. Parce que, même vous les journalistes, est-ce que vous expliquez aux populations ce que c'est que être président de la République? Chef de l'État. C'est pas notre rôle. C'est votre rôle. Non, c'est le rôle des l'animation des partis politiques. Voilà. Non, j'en viens. Non, mais puisque les partis politiques ne le font pas, vous pouvez le faire aussi, parce que vous avez un rôle d'éducation aussi. On n'a pas reçu mandat pour ça. Ok. Donc, je retire alors. Les partis politiques se refusent de jouer leur rôle. C'est pas à nous de jouer leur rôle à leur place. On n'a pas reçu les mêmes mandats, non, pas du tout. Accordez-moi le même temps d'antenne que mon vous en avez dit un peu trop, je constatais. J'allais le constater, monsieur. Et chef de gouvernement, vous voyez, les gens oublient que ce sont 3 fonctions très lourdes et très élevées. Et quand on dit président de la République, res publica, il préside les biens communs. Donc, il préside la sacralité, l'inviolabilité des personnes humaines, la sacralité, l'inviolabilité des biens communs. Donc, le premier lutteur contre la corruption, c'est le chef de l'État. Mais est-ce qu'il le fait? La marche verte a donné quoi? Et quand un ministre détourne, ou un DG de société détourne, on lui donne encore de promotion, ça vous le savez, non? Oui, bien sûr, mais en attendant de parler... La promotion de l'impunité est à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous allons y revenir, monsieur Tomenti, nous allons consacrer une bonne partie de cette émission à cette question-là qui nous préoccupe ici à Soleil FM. Alors, l'autre pathologie de notre démocratie, Sébastien Dohou, c'est le débauchage politique qui est incontestablement l'une des vertus de notre démocratie. Aujourd'hui, quasiment tous les partis en sont à la fois auteurs et victimes, ça se débouche. Certains parlent de recomposition de la classe politique pour se donner bonne conscience par rapport à ce qui prend désormais l'allure d'un cirque ou d'une foire animale où des propriétaires s'échangent des bêtes. Alors, le candidat Lionel Zinsou, dont on dit qu'il ne connaît que très peu les sinuosités ou qu'il ne connaît pas du tout les sinuosités de la classe politique locale, propose quoi contre cette déviance comportementale? Bon, d'abord, je voudrais dire que pour ceux qui pensent que Lionel Zinsou ne connaissait des gens qui sont sous-informés, il faut les informer, peut-être on aura le temps de le faire. S'ils ont besoin d'informations sur le Zinsou. Oui, mais informez-nous, vous êtes là. Attendez. Non, mais attendez. Allez-y. Ici, bien sûr, je vais vendre mon produit. Je voudrais dire tout simplement qu'il serait très bien qu'on puisse donc recentrer le débat. De toutes les façons, moi, je ne suis pas ici parce que je ne suis pas membre FCBE. Je n'ai jamais soutenu Yahi Boni, donc je ne suis pas venu ici. Mais vous êtes arrimé FCBE. Attendez, non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons notre... Non. Peut-être, mais nous avons notre candidat. Notre candidat, c'est Lionel Zinsou. Nous l'avons investi. Qui est le candidat de FCB aussi. S'il vous plaît. Oui, ça peut. D'accord, ça fait un fait au moins. Mais évidemment, mais quel mal il y a. Non, aucun. On ne parle pas de mal encore. D'accord. C'est un constat que nous faisons. D'accord. Non, mais justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est notre candidat. Nous l'avons investi. C'est notre candidat. Nous assumons ça. Entièrement, nous l'assumons. Et nous pensons qu'il mérite donc d'être candidat. Et il a les atouts pour être candidat. Ne sont pas en train de faire le débat de votre candidat. Non, pas du tout. Vous avez entendu. Non, vous avez entendu tout à l'heure. C'est pas ça le sujet. Non, vous avez. S'il vous plaît, monsieur Adou. Nous parlons de choses concrètes. Vous auriez pu reprendre monsieur Tomenti lorsqu'il semblait donc aller donc sur ce pan. Donc je pense que nous ne sommes pas venus ici pour porter donc des jugements de valeur sur de la comment il est candidat. Moi je ne le ferai pas. Mais nous sommes venus ici pour répondre à des questions
précise. Donc, Non, je c'est dois pas pas un jugement de dire- valeur. Vous n'avez pas à répondre. Je n'ai fait que des constats. Je reviens. Nous ne l'avons pas, monsieur Dou, nous ne l'avons pas repris parce que ce qu'il a dit n'est pas un jugement de valeur, ce n'est qu'un constat. Un constat. Dans quel Et parti politique constat Lionel qui est dans Zissou l'opinion a-t-il aussi. milité ici, si vous voulez qu'on fasse le débat? Pourquoi Dans quel parti politique a-t-il milité? C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pas un jugement de valeur que je pense. Hein. Oui, mais son Je candidat, peux me tromper. son candidat a milité dans quel parti Ben, Pour avoir séjourné pendant 4 semaines donc, dans l'UBDBN et puis démissionner en fracas. Et comme me le disent, mais justement, il faut que vous ayez la possibilité donc de balayer. Son candidat Ah a oui, été absolument. au gouvernement pendant 7 ans. Non, mais il a été au gouvernement, mais Le il vôtre a été au gouvernement pendant 6 mois. Ah, mais ou 7 écoutez, mois, je ne sais pas. écoutez, Bon, ça ne donc, se juge pas sur, ça ne se juge pas sur la C'est durée. pour ça que je n'ai Ça pas ne se voulu, juge pas sur la durée. Monsieur Dou, vous Maintenant, je reviens à votre question. vous allez vous calmer. Moi, je vous ai pas invité Oui. pour que nous fassions ce genre de Voilà, c'est pourquoi vous devez... de débat totalement inutile. Très On bien. veut parler de choses précises. Très bien. Dont nous avons fait tous les constats. Aujourd'hui, le débauchage politique est un fait. C'est une vertu, je l'ai dit, une vertu de notre démocratie, alors que c'est une tare. Et qu'est-ce que vous proposez, votre candidat propose pour juguler cela? Non, ce que nous proposons se trouve également, comme je l'ai dit donc, tout à l'heure, dans un processus donc, de réforme donc, du système partisan. De sorte que nous puissions donc limiter autant que faire se peut ce que certains ont appelé le nomadisme politique et stabiliser et rendre beaucoup plus lisible comme on dit notre système politique parce qu'aujourd'hui il est très difficile pour les scientifiques, les politologues de pouvoir étudier la trajectoire politique donc des partis. Parce que à la veille d'une élection, vous voyez les gens entrer en alliance, sortir d'alliance après, même au niveau donc du Parlement, parfois il est difficile de savoir d'où provient tel député ou d'où provient tel autre député. Donc il va falloir travailler à limiter cette façon donc de faire donc les choses. Et c'est au niveau donc du système partisan que nous allons pouvoir donc le faire. Pour nous, il n'est pas normal que les gens puissent donc transiter aussi facilement d'un parti à un autre. Du jour au lendemain, ou bien sous un coup de tête, ou je ne sais quoi. Ça, c'est un problème. C'est un des problèmes. Mais est-ce qu'il est judicieux d'espérer un tel remède de vous lorsqu'on sait que votre champion est carrément le fruit donc d'une telle activité? Oui, quel champion? Lionel Zissou, vous le savez. Lionel Zissou, il est champion de... Et on est allé le... Mais écoutez, il a débauché qui? Non, mais il a débauché qui? Moi, au niveau donc de mon parti, le PRD, que je connais donc très bien, vous pensez que nous, on a débauché donc des gens? Mais Lionel Zissou, il nous a débauché. Il ne nous a pas débauché. Et nous avons discuté. Non, écoutez, nous avons discuté avec lui. Et il nous a convaincus de ce que il est en mesure, il a les atouts nécessaires de pouvoir donc se donner une ouverture donc développementale à notre pays. Je pense que ce débat de l'opportunité de la candidature de Lionel Zissou, du choix du PRD, etc. Tout ça c'est dépassé. Pour moi, cela n'a aucun intérêt. Chacun fait ses choix et les assume. Alors, donc vous avez fait votre choix au PRD. Vous l'assumez, vous le soutenez, c'est normal, absolument. Nous sommes en démocratie, il n'y a aucun problème. Oui. Mais ce de quoi nous parlons aujourd'hui dans cette émission, c'est de choses concrètes. Oui. Monsieur Tomentin, le Bénin, selon bien des observateurs, se présente aujourd'hui comme une démocratie financière. C'est la résultante de la distribution de billets de banque introduite dans l'espace public en 1991 et qui est devenu tragiquement le moteur même de la mobilisation en politique. Tout le monde s'en désole, mais peu de solutions fiables sont proposées. Alors vous, votre candidat, que compte-t-il faire pour corriger ce qui est plus une anomalie qu'autre chose? Monsieur Adon, j'adhère parfaitement à votre introduction, mais je voudrais donner une précision. Je pouvais résumer votre introduction en disant que, en fait, nous avons des entreprises politiques, mais nous n'avons pas de parti politique. Et je m'explique. Et les chefs de partis politiques que nous avons, qu'est-ce qu'ils sont alors? Mais des PDG, vous voulez dire? Des PDG de partis. Bon, c'est pas gentil ça. Non. Pourquoi on peut débaucher un leader de parti politique pour un autre bord? Pour moi, quand je dis je suis un homme de droite, quelqu'un de gauche ou du centre ne pourra pas me débaucher. Donc, je m'aligne sur une idéologie. Parfois, les chefs de partis politiques se disent qu'ils se sont trompés d'orientation. Non, ils n'ont pas d'idéologie. Non, parce qu'il faut un certain nombre d'éléments pour parler de parti politique.
Lesquels? Il faut une école de parti. D'abord, il faut un affichage idéologique pour dire moi j'appartiens à tel courant idéologique. Deuxième chose, il faut une école de parti où on forme et on informe. Et c'est ça qui permet de transformer l'habitant d'un pays en citoyen. Et on parle en ce moment-là de l'animation de la vie politique. Troisième chose, il faut de la démocratie au sein des instances du parti pour que le président du parti, à un moment donné, soit aussi remplacé par un autre au nom du jeu démocratique au sein du parti. Mais vous avez des partis politiques ici, tant que le président n'est pas mort, il est toujours président de parti politique. Et ce qui fait qu'il n'y a pas au sein du parti un système apprenant permettant de préparer une relève de qualité. Un autre aspect très important, c'est qu'il n'y a pas un système d'adhésion en fait. Les gens vont vous dire, oh, nous avons environ 2000 membres. Ça ne veut absolument rien dire. Les cartes des membres sont où? Quatrième chose, les membres ne concourent pas au financement des partis politiques. Et du coup, comme c'est un monsieur... la propriété du chef de parti. Voilà, maintenant, le chef de parti, lui, il s'appuie sur des opérateurs économiques qui lui donnent des milliards. Il met une bonne partie en poche et il attend une période de campagne électorale et puis il fait de l'activisme et puis on dit il fait de l'animation de la vie politique. Les partis politiques au Bénin n'animent pas la vie politique, n'animent que des campagnes électorales avec de l'argent provenant des opérateurs économiques. Vous comprenez? Et de l'argent provenant du système de financement public informel. Ce que je vous dis, ce n'est pas des trucs que j'avance en l'air. Je suis institutionnaliste de métier. Et j'exerce ce métier-là dans plusieurs pays africains. Donc je sais très bien de quoi je parle. Comme mon ami, lui, il a peur d'en parler, peut-être parce qu'il n'a pas eu à faire des travaux de recherche là-dessus. Je ne vous le permettrai pas. Parce que vous parlez même de ce que vous ne connaissez pas. Vous aurez la parole. Monsieur Dou, vous n'avez pas la parole. Non, vous calmez, vous n'avez pas encore la parole. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous disons? Il faut faire une mise à plat de tout le système partisan au Bénin. À travers un forum. On parle déjà de l'argent. On a dépassé ce cap. La question qui est posée. L'argent. Vous pensez que c'est lié tout ça? Mais bien sûr, je vous ai parlé du système de financement des partis politiques. C'est ça qui est à la base de tout. Je vous dis, il n'y a pas de cotisation des gens qu'on appelle militants de partis politiques. Il n'y a pas de financement formel de l'État. Donc, les partis politiques se financent à partir des opérateurs économiques et ces opérateurs économiques font des placements pour que ces partis politiques, une fois aux affaires, puissent leur trouver des opportunités de marché. Il y a des retours sur investissement. Des retours sur investissement, c'est tout. C'est un système merdique et c'est pourquoi nous disons, pour corriger le système partisan béninois qui est un système partisan d'affaires ou de profit, il faut organiser un forum national, pas seulement regroupant des initiés de la chose politique, des universitaires ou autres, y compris la société civile, la chefferie traditionnelle, les opérateurs économiques, parce que la politique vise deux choses, la bonne gouvernance et le développement que le père Louis-Joseph Lebret définit comme le bien-être des citoyens. La politique ne vise pas autre chose que la bonne gouvernance et le développement. Donc nous sommes tous concernés. Donc on doit aller à un débat national pour questionner le type de système partisan qu'il nous faut au Bénin. Et nous, au niveau de la nouvelle conscience, nous disons il faut rebâtir le système partisan sur la base d'idéologie et non sur la base des profits ou de l'argent. Mais il faut être d'abord là pour le faire, pour mettre en œuvre ce que vous dites. Pour y arriver, il faut passer par la campagne électorale. Comment vous vous comportez aujourd'hui sur le terrain par rapport à l'argent? Mais vous êtes des journalistes d'investigation. Vous observez bien nos comportements sur le terrain. Nous ne sommes pas des guichets bancaires ambulants. Nous ne distribuons pas d'argent. Je suis rentré. Il se dit que vous n'en avez même pas. Nous n'en avons même pas. Nous expliquons. Moi, je suis rentré de Parakou à 1h du matin aujourd'hui. Mais hier, vous avez eu des bidons d'huile. Hein? Bidons d'huile. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons des sympathisants qui croient qu'il est possible de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État en dehors de la démarche de corruption. Donc, il y a des générosités qui nous donnent, par exemple, ça c'est quelqu'un qui nous a aidé à produire ce document. La corruption, c'est seulement quand c'est en CFA? C'est pas seulement en CFA. Mais c'est du matériel, c'est du naturel. Mais on n'a rien demandé à ce monsieur qui a donné les bidons d'huile. Non, c'est sa conception. Il a peut-être cru que nous étions dans l'ancien système.
Non, mais on n'a rien demandé. On ne voit pas côté bidon d'huile. On voit des bassines, on voit des stylos, on voit des téléphones portables, on voit des t-shirts, des casquettes, on voit tout ça. Pourtant, tout ça, c'est interdit par la loi, mais tout le monde fait la même chose. Mais je sais de qui vous parlez, mais nous, on n'a pas fait ça. Enfin, moi, je parle de personnes, je vois des choses. J'ai vu des gens briser avec leurs pieds des bassines sur lesquelles j'ai vu une photo là-dessus. Bon, du concret, monsieur Tometti. C'est pas la nouvelle conscience. Monsieur Tometti, de la nouvelle conscience, parlons-en. Quand vous finissez vos meetings, quand vous finissez vos activités politiques, ceux qui viennent participer, ils s'en vont les mains vides. Je vais vous expliquer une chose. Je suis le directeur de l'école de la nouvelle conscience, ça vous le savez. Au cours des 13 mois, avec mes collègues formateurs, nous avons formé plus de 8000 Béninois. Je suis rentré d'une formation à 1h du matin aujourd'hui. Je suis allé former des gens à Parakou. Et vous leur dites quoi dans vos formations? Mais, vous savez, regardez ici. Vous savez, dans notre constitution, premier constat, les Béninois ne connaissent pas la constitution. Nous enseignons les dispositions de la constitution qui prescrivent les relations que nous devons avoir avec la personne humaine, avec les biens communs. 2. Nous enseignons aux gens le diagnostic de la situation politique et économique de notre pays. 3. Nous expliquons aux gens pourquoi l'école béninoise est en faillite. Tout ça, c'est pour l'école de la conscience, la nouvelle conscience. Mais quand vous finissez, vous n'êtes pas assez riche, vous avez dit, est-ce qu'au lieu de 5 000, 10 000 que les autres donnent, vous donnez 2 000 Ben, écoutez, lorsque nous organisons une formation, par exemple, nous faisons des pauses café comme tout le monde fait dans une session de formation, parce que c'est une formation. Vous ne donnez pas l'argent. On ne donne pas l'argent. On donne pas l'argent. Je vous le dis, nous ne donnons pas l'argent. Vous pouvez vérifier. Nous ne sommes pas des guichets bancaires automatiques et ambulants. Nous ne faisons pas ça. Je l'ai déjà dit une fois, je répète. Pas de grand G. Pas du tout. Vous ne faites pas de grand G. Même pas de petit G. Même pas de petit G. D'accord. Même pas de petit G. Voilà, nous sommes des éducateurs. On va laisser la parole à des éducateurs. Nous éduquons aux valeurs. Parce que vous dites la nouvelle conscience et vous êtes suivi aussi par rapport à cela. C'est l'école de la rupture, l'école du refus et l'école du rejet de tout ce qui a fait que en 5 ans, nous sommes incapables de doiter un seul village ayant atteint l'autonomie économique. Et j'insiste là-dessus. Ce qui fait que Maria Gleta, malgré les 70 milliards engloutis, nous sommes toujours délestés. On va revenir sur le sujet. Monsieur Dou. Oui. Bon, je vais répondre concrètement à la question que vous avez posée. Oui, allez-y. Mais c'est le but de l'exercice. Mais vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse. Je pense que au niveau donc du PRD, quand les gens veulent parler, d'abord, lorsqu'on parle d'idéologie, ça veut dire qu'on est dans un parti. Mais je ne connais pas que mon contradicteur soit militant d'un parti politique. Oui, parlez de votre parti. Parlez déjà de votre parti. Oui, je vais parler de mon parti. Donc c'est pour dire aux auditeurs que... Ne vous occupez pas de son parti politique. C'est pour dire aux auditeurs que, évidemment, tout ce qui a été dit, c'est des choses, c'est de la philosophie. C'est de l'esprit, c'est de vue d'esprit. Parce que la personne qui a parlé n'est pas d'un parti politique et ne sait pas comment les partis... Je suis du Rassemblement Nouvelle Conscience. Maintenant, pour mon parti, tous les ans, nous tenons une université de vacances. Nous avons une école. Une école, ce n'est pas un bâtiment que l'on érige quelque part et on écrit école là-dessus. C'est à l'université de vacances vous formez. Vous n'êtes pas connu. Pourquoi pas? Et vous n'êtes pas connu. Mais pourquoi pas? Non, monsieur Tometti, restez calme, c'est monsieur Dou qui a la parole. C'est monsieur Dou qui a la parole. Oui, si me permet de vous formez vos militants à la presse n'est pas au courant. Monsieur Tometti, calmez-vous, c'est monsieur Tometti. Tout le monde voit. Maintenant, si monsieur Tometti n'est pas au courant, ça dit qu'il n'est pas au pays. Je lui concède ça. Non, moi je voulais savoir si c'est à l'université de vacances que vous formez vos militants. Absolument. Et nous appelons le point de trust du pays, les gens qui savent donc réfléchir, les techniciens et les spécialistes, pour venir donc nous entretenir sur un certain nombre de sujets liés à notre pays. Une fois par an. Absolument. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ça ce que nous faisons. Non, je ne fais pas de critique, je veux comprendre. Maintenant, je vais venir sur la question donc d'argent. D'accord. Même avant ça, lorsqu'on me parle donc de Maria Gleta, on a été quand même au gouvernement pendant 8 ans, sur 10 ans. Monsieur Dou. Ça, j'ai fini cette parenthèse. Je vais y aller concrètement. Oui, vous êtes des machines redoutables d'argent, dit-on. Lionel Zinsou, le camp de Lionel Zinsou. Mais dit-on. Voilà une question qui est précise. Oui, évidemment, vous avez dit. Parce qu'on parle d'argent. Oui, et ceux-là, certainement, il faut leur demander la preuve. Je ne suis pas sûr qu'en tant que journaliste professionnel, vous allez rouler sur de rumeurs.
Non, mais c'est ce que... Les militants qui étaient donc nombreux au stade Charles de Gaulle, ils n'ont pas reçu de l'argent? Ah oui, là, moi, je ne ferai pas la langue de bois. 10 000, 5 000. Non, attendez, justement, c'est ça. Moi, je ne ferai pas la langue de bois. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, lorsque vous voulez, par exemple, convoyer les gens, moi, par exemple, j'ai assuré le convoyage de nos militants de Zé, de Soava, d'Abomey-Calavi, de Godomé. Jusqu'à Porte-Novo. Attendez. Vous ne parlez pas de déplacement. Vous parlez la terminologie. Oui, je veux. Révélateur de ce que vous dites. Absolument. On convoie du bétail. D'accord. On convoie du bétail. On ne convoie pas des hommes. Non. Alors quand vous parlez de convoyage d'électeurs, on dirait du bétail électoral. Non, attendez. Je suis tout à fait donc d'accord avec vous. J'ai rectifié. Je les ai accompagnés. J'ai assuré leur rassemblement. Aider à se transporter sur les lieux, d'accord. Je les ai accompagnés à Porte-Novo. Très bien. Mais ça coûte donc de l'argent. Et les gens ont quitté Zé pour venir d'abord à Calavi. Déjà à 8h, ils sont déjà dans. Mais les gens qui sont venus de Rwanda au stade de Charles de Gaulle, ils n'ont pas fait une grande distance pour prendre 10 000 francs. Je vous dis, je connais de ce que je vous parle donc de ce que je connais. D'accord. Alors nous avons donné donc de l'argent aux gens pour se nourrir. Chacun avait eu 2 000 francs pour se nourrir. En dehors donc de leur transport, nous avons assuré donc le transport. Ça, nous l'avons fait. Nous sommes des humains. Certains ont reçu 10 000. Vous avez trouvé cet argent où? Attendez, s'il vous plaît. Mais vous avez reçu? Vous avez reçu combien? Moi, je suis journaliste. Vous avez reçu combien? Parce que c'est ce que moi j'ai donné, c'est ce qu'on m'a demandé de donner, c'est ce qu'on m'a remis pour que je puisse donner. C'est ça que je suis en train de vous parler. Nous, on a donné. Maintenant, nous, si je vais quelque part en tant qu'homme politique et que je réunis les gens pour pouvoir donc les convaincre sur l'idée donc de ce que je suis en train de dire, mon parti est en train de faire est bon. D'abord, j'ai besoin de l'argent pour prendre des chaises. J'ai besoin également de payer. Donc, Sébastien, on sait. Nous, on le fait. Maintenant, au niveau de la nouvelle conscience, certainement, ils pensent que c'est des gens. Il a 33 candidats. Non, attendez, ils pensent certainement que. Qu'est-ce que vous avez contre la nouvelle conscience? Non, je n'ai rien contre. Parce que ça vous dérange, la nouvelle conscience? C'est très dérangeant pour eux. Pas du tout, parce que c'est du mensonge. C'est justement. Comment c'est du mensonge? C'est du mensonge. Monsieur, on a été premier. Nous avons été premier ministre avant vous. Les bidons d'huile. Nous avons été premier ministre avant vous et vous avez. Nos résultats sont là. Et vos résultats sont là. Pourquoi vous critiquez maintenant? Vous avez fait 10 ans. Monsieur Tometi, vous avez fait 8 ans sur 10. vous allez vous Nous allons calmer. venir maintenant sur le bilan donc de votre gouvernement. Non, on n'est pas là pour faire le bilan. On le fera. Vous parlez de manière d'État. Ça se fait sans Irène Koupaki? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Non, c'est important. Alors, si vous le permettez, puisque le sujet de l'argent, on le voit bien, c'est un sujet sensible qui sort tout le monde de ses gonds, et c'est la preuve bien que notre démocratie est devenue une démocratie financière où l'argent déglingue tout, et tous ces mouvements qu'on voit, personne ne convaincra personne que ce n'est pas sur la foi de l'argent, c'est très clair. Alors, nous allons parler de ce qui produit l'argent, nous allons parler de gouvernance économique, mais de gouvernance économique axée sur la lutte contre la corruption et l'impunité, parce que vous en conviendrez, distribuer de l'argent n'est pas ce qui devrait être le moteur, n'est-ce pas, de la mobilisation politique. Alors, en matière de performance économique, le Bénin figure aujourd'hui parmi les derniers de l'espace UEMOA. Des statistiques existent qui le prouvent aisément. Quand de grands financiers et banquiers comme ceux que nous avons vus ces dernières années ont produit ce résultat, quelle confiance devrait-on continuer à faire à ces grands financiers? Vos 2 candidats, messieurs, sont des banquiers, nous a-t-on dit, on nous vend ça tous les jours, des banquiers, économistes, machin et tout ça. Alors, quand ces messieurs ont pris ce pays et l'ont dirigé 10 ans pour les résultats que vous observez, que nous avons vus tous, qu'est-ce que nous avons à continuer à leur faire confiance, monsieur Tometi? Non, et faisons beaucoup attention. D'accord. Vous voyez, souvenez-vous que pour l'élection présidentielle de 2006, les gens disaient, si Dr Yahi Boni venait à être élu, il allait drainer beaucoup d'argent sur notre pays. Ça se dit encore aujourd'hui. Je viens. Donc c'est au nom de la diplomatie financière que M. Yahi a été élu. Il n'a pas été élu en 2006 sur la base d'autres critères. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous sert 10 ans après? Et sur proposition du docteur Yahi Boni, je voudrais parler du candidat Zinsou Lionel. Si on parlait de votre candidat. Non, je préfère que chacun parle de son candidat. Plus de parler du candidat de l'autre. Non, nous parlons du Bénin. Oui, parlez de votre candidat, monsieur Tometi. Je parlais de mon candidat et je parlais du Bénin. C'est du Bénin qu'il s'agit d'abord avant de voir les candidats. Encore aujourd'hui,
On nous dit que le candidat Lionel Zinsou a un carnet d'adresses impressionnant et que c'est le meilleur diplomate financier de notre pays. Avec lui, encore on aura beaucoup d'argent. Vous, votre candidat n'a pas de carnet d'adresse? Nous ne sommes pas dans cette logique. Bon, vous êtes dans quelle logique? Notre logique, nous disons le développement du Bénin commencera par la vitalisation du territoire communal. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tantôt que sur les 5290 villages que nous avons, personne n'est à mesure de dire nous sommes arrivés à produire un seul village où vous sentez les gens sont dans le bien-être. Alors nous disons, la première des choses à faire dans ce pays, c'est de refaire encore le développement à la base. Et c'est pourquoi nous disons, nous allons passer... cette manière de nous replonger toujours dans la nouvelle conscience. On vous demande, les Béninois ont peur, pour avoir vu des financiers gérer ce pays, ils ont peur de les voir revenir aujourd'hui encore, prétendre les diriger, ils en ont peur. Monsieur, vous, le vôtre, Irénée Koupaki, les banquiers notamment, et il fait partie de l'attelage, il fait partie de l'attelage, c'est le même baratin qu'on nous a servi depuis toutes ces années, mais ça ne produit aucun résultat, monsieur, s'il vous plaît. Vous devez le faire. En 8 mois et demi, il a réformé les finances publiques, non? De 250 millions, il a mis à flot financier permettant de payer 3 mois de salaire quand il était ministre des Finances, non? Ça, c'est un fait, d'accord. C'est un fait, non? Ouais, maintenant... Non, mais donc, oubliez, aucune part dans ce qu'on déploie aujourd'hui, côté financier, donc parlant de la gestion du pays. Irénée Koupaki, vous le dédouanez entièrement. Mais le rapport FMI concernant affaires ICC, par exemple. Le sort d'affaires. Est-ce que vous avez vu M. Koupaki indexé, qui fait partie affaires ICC? Ben, écoutez, c'est pas lui qui a été élu, il a été aux affaires. En tant que ministre, vous savez comment Dr Yahi Boni gouverne. Hein? C'est pas le président qui délègue des pouvoirs. Hein? C'est un président qui a une approche concentrationnaire du pouvoir d'État. Oui, mais... Non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Koupaki, on dit il est impliqué dans tel scandale, mais personne n'arrive à sortir un dossier où on dit il est au cœur du scandale. Premier élément. Deuxième chose, moi, le discours concernant les banquiers, ça suffit, ils ne savent pas gouverner, c'est totalement faux. On n'a pas dit ça. On s'inquiète légitimement, monsieur Tomenti. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Moi, ça fait 2 ans que je pratique pratiquement au quotidien monsieur Koupaki. Ok? J'ai travaillé avec lui sur les questions de décentralisation, de déconcentration, sur les questions de réforme publique. J'ai été impressionné de l'expérience avérée de M. Koupaki. Ce pays a besoin de réformes et M. Koupaki a une expérience très élaborée par rapport à ça. Un paradoxe, puisque cette expérience, si vous le permettez, nous allons donner la parole à Sébastien Diop sur le même sujet. Cette expérience n'a pas servi aux côtés de Boni Yahi pour que le résultat soit... Ça ne pouvait pas servir parce que vous savez comment on nomme. Je vous ai dit, M. Yahi a gouverné avec 94 partis politiques, 300 mouvements affiliés. Alors pourquoi il n'a pas démissionné? Écoutez, si je suis à sa place, je n'allais même pas démissionner durant les 10 ans. Vous portez caution à cela. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on... Personne ne peut réussir la gouvernance et le développement au Bénin s'il n'est pas allé à l'école de la réalité du pouvoir au Bénin ici. Parce que notre système de gouvernance est très complexe. Les gens qui pensent qu'ils peuvent... C'est particulier. Je suis tenté même de dire que c'est particulier. Très bien. Alors, Sébastien Dorou, largement. Alors, votre candidat, c'est un financier. Il s'est présenté comme un banquier d'affaires. On dit plein de trucs, agrégation, machin et trucs. Tous ces diplômes en béton armé pour diriger un pays. Quand on a vu des financiers gérer ce pays pendant 10 ans et les résultats les plus significatifs qu'ils ont obtenus, ce n'est pas en matière économique. Quelles raisons les Béninois ont-ils aujourd'hui de faire confiance à des types qui viennent barder de diplômes en matière économique et qui, à la pratique se révèlent ce qu'ils sont? Non, vous avez entièrement raison d'avoir cette inquiétude. Elle est totalement légitime. Et si M. Lionel Zinsou arrivait à prendre la destinée, donc à conduire la destinée donc, de ce pays, nous, on viendra ici pour assumer tout. On va tout assumer. On va tout assumer. On va tout assumer.
Même si on fait 8 ans sur 10 ans, on viendra assumer. Alors, je voudrais vous dire que, d'abord, comme vous le constatez, ce n'est pas... Monsieur Lionel Zinsou, je respecte très bien tous ceux qui ont dirigé le pays, mais ce n'est pas la même facture, ce n'est pas la même dimension. Premier élément. Deuxième élément, c'est quoi la dimension? Bon, c'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un... Non, mais je répète ce que vous dites. Je ne dis rien du tout. C'est preuve. Chose de la, comme on dit, dans le monde entier, et tout le monde le sait. Donc, c'est un praticien. Alors, la deuxième chose, le deuxième élément qui est fondamental, c'est quoi? Généralement, vous avez vu, nous avons eu des présidents individués. C'est-à-dire que c'est des individus qui sont venus au pouvoir et après, on s'est agglutiné donc autour d'eux. Alors, ceci ne se fera pas comme ça. C'est pourquoi il y a une plateforme donc, de partis politiques, des plus importants partis politiques donc, du pays, qui s'est mise en place pour porter donc, son candidature. Donc son candidature est une candidature de groupe. Donc la porte est déjà fermée s'il est président pas du tout. d'acceptation. Pardon? Il n'a plus d'acceptation de... Non, il a d'acceptation. Les gens peuvent venir, mais il y a déjà une consistance qui est là. Vous savez que Monsieur le président Liali Vinayon Soglo a été aux élections présidentielles, donc il a son projet de société, le Parti de la Renaissance du Bénin. Le PRD, plusieurs fois, nous avons notre projet donc de société. Comment s'appelle le projet de société de S'il vous plaît, c'est une question. Non, je vais revenir. Oui, mais je vais revenir, je vais vous répondre. D'accord. Donc, c'est des gens qui étaient déjà allés au charbon. Et maintenant, donc, toute cette plateforme-là se met en place pour pouvoir donc porter cette candidature. Donc ce n'est pas une candidature, ce n'est pas un individu sorti donc de nulle part qu'on a pris, peut-être, il a pris le pouvoir et on vient s'agglutiner. Non, on veut partir sur de bases claires, sur une plateforme donc de propositions suffisamment claires pour le développement de notre pays et c'est sur cette base-là donc qu'il va travailler. Et vous verrez très bien, puisque le système qui le porte est différent, vous verrez que les résultats seront totalement différents. Donc maintenant, parce que les projets de société étaient si nombreux que l'accouchement, la gestation était aussi difficile. S'il vous plaît, voilà, là je vais vous répondre pour vous dire ceci. Ce n'est pas une question donc ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il ne s'agit pas donc de se précipiter pour dire oui, je suis le premier à sortir un document qu'on appelle projet de société et donc je peux être élu président de la République. Ce n'est pas ça. Évidemment, nous ne voulons pas entendre, pendant que nous serons là, nous ne voulons pas entendre la vision du président de la République. Non, nous voulons entendre la vision, nous voulons entendre parler de la vision du groupe qui le porte. Nous voulons entendre parler de la vision de l'Alliance républicaine, de la vision donc d'un gouvernement et donc de la vision d'un individu, du président de la République. Mais ceux qui ont chanté pendant ces 10 dernières années la vision du docteur Yaïbouni, ils sont avec vous. Absolument, non, ils sont avec nous. C'est ça qu'on veut changer. Maintenant, ça veut dire quoi? Nous fusionnons. Une seule personne ne peut pas avoir de vision pour 10 millions de personnes. Non, nous pourrons encore entendre que sur cette plateforme, oui, qu'il y a une vision pour 10 millions donc, de personnes. Donc et nous avons travaillé à ça. À l'intérieur. Et nous avons travaillé à ça. Nous avons travaillé à ça, à avoir une vision partagée. Pas une vision d'un individu, avoir une vision partagée. Ça a accouché de quoi? Attendez, nous voulons tout simplement d'un Bénin politiquement stable, économiquement viable et socialement uni. Tout le monde peut dire. Donc là, c'est des incantations, monsieur Dou. On a tellement entendu ces choses-là. Une vision. Vous m'avez demandé la vision. Je vous ai dit. Soyons précis. Monsieur Dou, allons-y. Vous pouvez me demander. Soyons précis. Vous pouvez me demander quel est le projet de société de votre candidat s'appelle comment? Ici, monsieur Tomenti a amené, bâti ensemble le Bénin nouveau. Le vote s'appelle comment? Voilà une question précise. J'ai dit, cette émission, nous allons poser des questions précises pour des réponses précises. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir forcément une démarche unitaire avec les autres? D'accord. Le vote n'a pas de nom. On retient ça et nous allons évoluer. Je suis triste pour mon pays. Non, ne soyez pas triste, monsieur Tomenti, et ne jugez pas. Non, je ne juge pas. Ne soyez pas triste. Nous prenons acte que le projet de société de Lionel Zinsou n'a pas de titre. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous attendez, nous allons vous sortir le projet de société pendant donc c'est pas encore sorti. Mais écoutez, nous avons notre projet de société. Nous ne sommes pas enfermés donc dans une salle pour écrire quelque chose. Je vous ai dit, c'est quand même un groupe, une plateforme de grands partis politiques. Vous pensez que nous allons sortir n'importe quoi? Alors, et nous sommes en train donc de le sortir. Très bien. Alors, dans les prochaines heures, vous l'aurez. On va évoluer si vous le permettez parce que le temps évolue ici. Je suis venu quand même avec le projet. En une minute, pas plus. Vous n'avez fait que faire ça depuis. Oui, justement. En une minute, pas plus, monsieur Tomenti. Allez-y. Permettez-moi,
le projet de société de Makandiou Pascal Irénée Koupaki est intitulé « Bâtir ensemble le Bénin nouveau ». Oui, Le Bénin apprenant, entreprenant et innovant. Et on a mis 2 ans. Il a fait le tour des 77 communes. Il a écouté, il a vu, il a posé des questions. Il a échangé avec les populations. Et après, il a mis en place 6 groupes de travail. Et c'est après ça qu'on a eu 6 documents techniques de base. Et il a mis en place un comité d'édition qui a produit ce document de synthèse constitué de 4 personnes. Et il est en train de faire le tour du pays pour vulgariser cela. Donc c'est pas un document qu'on s'est enfermé dans un bureau Pas pour du fabriquer. tout. Et c'est pas, non, excusez-moi, j'ai fini. Très bien. Non, excusez-moi, parce que nous allez-y. sommes là aussi. Alors, comme ça fait 97 pages, comme c'est difficile à nos compatriotes de pénétrer 97 pages en un temps si court pour considérer ce document comme un contrat politique, un contrat social, un contrat économique avec l'électorat, il a produit ce livret en 13 fiches qui synthétisent le projet de société intitulé « Comprendre le projet de société du candidat Koupaki ». Et là-dedans, la 13e fiche, c'est comment financer le projet de société. Très bien. Désolé. Très bien, très bien. Et à 2 semaines de l'élection, un candidat n'a pas un projet de société. Quand même, c'est un problème. On vous a compris. C'est un problème. On vous a compris. Alors, nous allons changer de sujet si vous le permettez. Alors, Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça non Regardez, plus. nous on travaille. Nous on travaille. On ne se Monsieur précipite pas. Dou, On travaille. nous allons évoluer si vous le permettez bien. La prédation des ressources publiques a été au cours de ces 10 dernières années ce que les perles sont aux femmes des parures. On s'essouffle même à énumérer les scandales de tout genre et autres anomalies de gouvernance. En la matière, il se dit avec insistance qu'aucun de vos 2 candidats n'a l'intention d'interroger la gestion de Boni Yaye, ni même d'auditer quoi que ce soit se rapportant aux 10 dernières années. Cela suppose donc que tous les scandales, que toutes les fautes répertoriées resteront des fautes orphelines. Cette information est-elle vraie ou fausse, Sébastien Dou? Non, cette information, chez nous, ce n'est pas une information vraie. Pourquoi? D'abord, il faut dire que notre candidat n'a jamais rien volé au Bénin. C'est pas de ça qu'il est question. Non, ça, justement... D'accord, c'est pas de ça qu'il est question. Non, Moi, mais justement, ça part de là. Que lui-même, Lionel Zinsou, n'a rien volé au Bénin, n'a jamais rien volé au Bénin, n'a rien pris comment on dit, dans la caisse donc, de l'État, hein, à son propre profit. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire quoi? Il est donc dans une position où on ne peut rien lui reprocher. C'est pas ça le sujet, monsieur Dou. Avec quoi il est en train de faire la campagne électorale en ce moment? Maintenant, sur les questions avec donc, de quels corruption. moyens il est en train de faire la campagne électorale actuellement? Sur les questions de corruption. Il utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne électorale. Monsieur Tometti, vous le voyez, non? Oui, bien sûr, nous monsieur Tometti. C'est monsieur Dou qui parle pour l'instant. C'est aussi une forme de prédation du denier public. Nous allons vous donner la parole. Nous sommes en train de répertorier un certain nombre de dossiers et de savoir ces dossiers-là, où est-ce qu'ils se trouvent. Les dossiers qui se trouvent au niveau donc de la justice, nous allons travailler à ce que la justice puisse donc faire son travail et aller jusqu'au bout, même lui faciliter son travail. Pourtant, monsieur Dou, nous avons suivi le Premier ministre à la candidat à la succession de Boni Yaye cette semaine. Il a semblé dire que quand je serai président, ce sera à la justice de poursuivre les prédateurs des ressources publiques. Cela ne sera pas mon problème. Je voudrais être sûr de l'avoir bien compris, Sébastien Dou. Oui, mais pourquoi? Et ce qu'il a dit, c'est normal. Nous serons donc dans un système où il n'y aura pas de vassalisation donc des institutions. Nous sommes dans un système de séparation donc de pouvoir. La justice doit pouvoir. Je vous ai dit même tout à l'heure que nous allons même faciliter le travail donc de la justice. Vous avez suivi monsieur Michel Adjaka? Oui, je l'ai suivi. Il passe tout son temps à demander, à supplier même le chef de l'État de confier les dossiers de corruption à la justice. Ce n'est pas encore fait. Il a dit encore récemment. Votre candidat dit que ce sera à la justice de faire le travail. Est-ce qui va apporter ce fameux dossier un jour à la justice? Il le fera, oui ou non? Mais l'administration est une continuité. Il le fera, pourquoi pas? La continuité pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas la justice. S'il ne va pas le faire, il ne va pas donc le dire. S'il ne va pas le faire, il ne va pas le dire. J'ai même suivi M. Adjaka à propos. Monsieur Adjaka, le président Adjaka que j'aime beaucoup et puis je l'admire, je le salue même au passage pour la veille citoyenne qu'il fait donc dans ce domaine-là, où il a posté pour dire que, disons, le candidat Lionel Zinsou aurait dit que lorsqu'il sera aux affaires, que les dossiers politiquement sensibles, que l'État peut intervenir dans les dossiers politiquement sensibles. Même si la justice donc arrivait à faire son travail. Je dis ce que le Premier ministre voudrait dire, c'est simple.
C'est qu'il y a effectivement des dossiers qui sont politiquement ou socialement sensibles. On ne peut pas faire obstruction à une décision de justice. Je prends un exemple. Sur peut-être 2 États ou 3 États ou 5 États à Cotonou, il y a, disons, un contentieux domanial et que le juge rend donc sa décision qui demande donc par exemple à des milliers donc, de ménages par exemple de déguerpir. Nous acceptons la décision de la justice. Mais l'État peut également faciliter la discussion entre le plaignant et celui qui a gagné. Peut faciliter donc la discussion pour que ce ne soit pas seulement donc la casse. Comment on peut faire tout en sauvegardant les intérêts de celui qui a gagné, en respectant les décisions de la justice. Également, l'État arrive à sauver donc sa population. Parce que nous sommes là pour travailler donc, pour la population. C'est ce que le Premier ministre donc voulait dire. Alors, et donc nous le ferons. Très bien, Monsieur Tomenti, quelles sont les armes de votre candidat pour éviter de dresser le lit à l'impunité? Parce que il se dit qu'il ne fera rien quand il sera là pour interroger la gestion des 10 dernières années, qu'il ne fera rien du tout. Non, mais d'abord, quand mon candidat sera aux affaires à partir du mercredi 6 avril 2016, la première des choses à faire, c'est l'audit de tous les secteurs. Les audits qu'on ne publie jamais? Non seulement on va publier, 2, on va mettre en œuvre les recommandations de ces audits. Les fautes graves qui nécessitent une poursuite judiciaire feront l'objet d'une poursuite judiciaire sans complaisance. Deuxième élément très important. Parce que vous pensez que l'exécutif a un rôle important à jouer là-dedans? D'abord, mon candidat, il est un champion du respect de la séparation des pouvoirs et de l'interdépendance des pouvoirs. Donc, il viendra fortifier l'indépendance de la justice. Deuxième élément important, qu'est-ce qu'il fait? Écrouler l'appareil d'État dans notre pays. C'est le déficit d'exemplarité des dirigeants. Vous savez, le comportement d'un chef d'État détermine pour plus de 50% le contexte de son pays. Si vous avez un chef qui inspire confiance, qui ne cultive pas l'arbitraire, qui nomme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui sanctionne juste, ce que nous appelons prédation des deniers publics, ça va diminuer. Parce que ça nous coûte très cher, c'est presque 1000 milliards par an. On ne peut pas continuer avec ça. Donc il nous faut élire, non pas pour un masque, encore moins pour la prochaine mandature, mais élire pour la qualité mentale du candidat. Il ne faut pas regarder l'argent. Moi je dis, le projet de société, c'est la deuxième dimension qu'il faut regarder. La première dimension, c'est la valeur morale, éthique du candidat d'abord. Son parcours, son histoire, sa connaissance du pays, sa connaissance de nos institutions, son expérience à l'intérieur des institutions béninoises. Quels sont les problèmes qu'il a eu à affronter et à régler? C'est ça qu'il faut regarder. Deuxièmement, on regarde le projet de société. Oui, très bien. Alors, Monsieur Tomenti, ICC Service est l'un des stigmates les plus profonds que la gouvernance des 10 dernières années aura laissé sur certains citoyens. Le candidat Aboulaye Biotchane, lui, se propose de rembourser les spoliés abusés et déplumés par des arnaqueurs qui ont manifestement profité de l'attentisme, si ce n'est de l'appui sournois de certaines autorités sur ce sujet précis qui touche plus de 150 000 de nos concitoyens pour un montant estimé au-delà de 150 milliards de francs CFA. Que fera votre candidat? Ou bien cela ne le préoccupe pas? Mais bien sûr, c'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Premier élément, il y a 150 000 citoyens qui ont été grugés par cette affaire, dans cette affaire ICC. Mais n'oubliez pas que chaque année, le Bénin produit 150 000 jeunes diplômés sans emploi. Et ça s'accumule chaque année, d'année en année. Alors, moi je pense que l'urgence, c'est de laisser ce dossier traité par la justice et que nous puissions nous occuper des 150 000 jeunes diplômés qui sortent tous les ans sans emploi. Et par rapport à ça, M. Koupaki a mis en place un certain nombre d'instruments financiers pour régler cela. Nous, on ne parle même pas de microfinance. Nous parlons du milliard économique local qu'on va injecter dès 2017 et chaque année dans chaque commune. Et oui, c'est là-dedans... Ça, on sait que vous parlez beaucoup plus du DCC, ce qu'on appelle le développement conduit par les communautés. Donc ça, le développement monte de la base vers le sommet. Alors, la même question pour Dohou Sébastien. ICC Service, Biotchane dit, nous allons rembourser les spoliés. Votre candidat dit quoi? Notre candidat dit, il attend
il attend la conclusion donc de la justice. Est-ce qu'il en a connaissance Absolument, il en a connaissance. Nous avons pris connaissance, pourquoi pas, nous avons pris connaissance du dossier. Et maintenant, le dossier, nous faciliterons. C'est ça le problème. Nous n'attendrons pas seulement. Nous allons faciliter le travail. Pas les spoliés. S'il vous plaît, je n'ai pas dit ça. Nous allons faciliter le travail donc, comment on dit, au juge, pour que le juge aboutisse donc à une conclusion. Et nous allons prendre donc les conclusions. Comment vous facilitez la tâche au juge? Oui, par exemple, les gens, évidemment, le juge aura besoin peut-être des dossiers, de prendre donc un certain nombre de documents. Nous ne ferons pas obstruction à ça. C'est ça ce qui est le plus important. Il faut faciliter le travail donc du juge, qu'il aboutisse donc pour comme on dit, dans sa procédure. Et lorsqu'il aboutira à une conclusion, nous allons donc aviser. Mais ce qui est déjà important, c'est que même si nous on ne peut pas parler en termes donc de dédommagement, en termes donc de remboursement, mais il fallait quand même faire il faut qu'il y ait que la solidarité nationale se manifeste vis-à-vis donc de ces spoliés. Hein, ne serait-ce qu'en termes donc de dédommagement. Le dédommagement ne veut pas dire remboursement. Donc vous puisez dans les caisses de l'État pour rembourser. Écoutez, on avisera à l'époque parce que si le juge établissait la responsabilité donc de l'État, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce que nous sommes légalistes, nous allons respecter les décisions donc de la justice. C'est ça le problème. Même si cela sanctionne l'État. Le grand rendez-vous. Alors, messieurs, vos candidats, lorsque leur température passe légèrement au-dessus de 37 degrés, lorsqu'ils ont la moindre cataracte ou une petite colique, ils bondissent dans le premier avion à destination de Paris ou de Washington. De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui est désormais la destination la plus prisée désormais par l'élite politique de chez nous pour aller quérir aux côtés des soins jugés de qualité. Ils sont conscients, ces messieurs, que notre système sanitaire est dans un état de déliquescence avancée. Le candidat de la nouvelle conscience, pas lui, le candidat de la continuité. C'est très bien, on a des candidats de... Ils ont ratifié désormais le discours. Qui est le candidat de la continuité? Le vôtre, justement. De quelle continuité? Mais c'est ce que vous avez dit, le candidat de la continuité, dont certains soupçonnent même qu'il ne fera rien pour freiner les évacuations sanitaires en direction de Paris. Pour la gouverne des auditeurs, celui qui est là, celui qui est censé être continué, a dit qu'il faut parler plutôt de la rupture. Et c'est désormais ça. De la rupture. Le candidat de la rupture. Ça fait une grosse confusion dans le paysage, on ne sait plus qui fait la rupture. Enfin, la rupture devient, je l'avais dit ici déjà, comme le changement, c'est une terminologie qui prête à caution désormais. On ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il va faire, votre candidat, dont on dit qu'il ne fera rien pour empêcher ou freiner les évacuations sanitaires en direction de Paris? Quelles sont les 3 actions phares qu'il entend engager, par exemple, pour fortifier le système sanitaire béninois? Évidemment, il n'a jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit qu'il a dit. Non, c'est vous qui avez dit tout de suite. Évidemment, il n'a jamais dit ça, je rectifie. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on dit qu'il ne fera rien pour le faire. C'est pas dit qu'il a dit. C'est pas la même chose. Ok, donc dites ce qu'il a dit et non ce que les autres ont dit. Mais dites-nous ce qu'il a dit. Voilà. Vous êtes là pour ça. Non, ce qu'il va faire, c'est très simple. Et il le faisait déjà. Il a toujours, accompagné notre centre national de référence, c'est-à-dire le CNHU, Ibemaga. Eh bien, ce qui est très clair pour nous, c'est que nous avons constaté tout simplement que tous les médecins formés au Bénin sont des gens compétents. La preuve en est qu'on a exporté jusqu'à aujourd'hui 35,6% des Béninois formés, nés au Bénin, formés au Bénin, qui sont des Béninois, 35,6% ont été exportés. Et donc, c'est des gens d'une certaine grande capacité. Ce que nous avons, si vous regardez, par exemple, nous avons un taux de couverture de 88% de notre territoire. Ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et nous avons donc des gens compétents parce que nous arrivons à exporter. Si nous avons, ça veut dire que nous n'avons pas un problème de ressources humaines. Mais nous avons donc un problème donc de qualité donc de service. Les plateaux dans les CHD ou bien au niveau donc du CNHU sont à revisiter pour voir. Évidemment, on dit tout simplement que ces plateaux-là sont désuets. Nous avons 2 possibilités. La première des choses tout de suite à faire, c'est comment est-ce qu'on renforce donc ces plateaux. Et on refait donc le redoublement de personnel. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, qu'on ait plus donc de personnel dans l'administration, de personnel qualifié dans l'administration, que de personnel qualifié sur le terrain. Le Bénin, aujourd'hui, par exemple, l'État béninois n'a pas un seul chirurgien dentiste, par exemple. C'est dans les privés. Ça ne se conçoit pas.
Donc nous travaillerons. Pourquoi elle ne recrute pas l'État? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis là pour dire ce qui va venir, pour parler de ce qui va venir, et non de ce qui s'est passé. Non, mais il faut parler de ce qui est pour proposer ce qui va venir. Absolument, c'est pourquoi j'en parle. Donc nous travaillerons donc à améliorer donc les plateaux tout de suite, et également à assurer le déploiement donc du personnel. Maintenant, à court terme, ce qui va être fait, c'est que nous avons forcément besoin d'avoir un autre hôpital de référence qui puisse donc même être référencé de sorte que même si les pays voisins ou peut-être les responsables d'un certain niveau qui doivent, au lieu d'aller jusqu'en France ou bien en Afrique du Sud, le Bénin soit peut-être donc de hub médical donc de la sous-région. Et nous avons les moyens donc de le faire. Nous avons les ressources humaines pour le faire. Nous avons également les ressources financières donc pour le faire. Et nous le ferons. Mais tout de suite, c'est donc notre programme à court terme. Mais ça peut se faire à court terme justement dans combien de temps? Mais écoutez, je suis sûr, ce que je peux vous dire, ce n'est pas dans les 1 an. Parce que dans les 1 an, ce que nous ferons, c'est comment donc nous allons réactualiser donc les plateaux, nous allons renforcer donc les plateaux qui existent, refaire le redéploiement donc du personnel et mettre en place un système donc de traçabilité, de sorte que les gens puissent effectivement donc faire le travail pour lequel ils ont été effectivement payés. Alors, Monsieur Tomenti, qu'est-ce qu'il fera Pascal Irene Koubaki par rapport à cela, ce point précis volet sanitaire. Du volet sanitaire? D'abord, en deux, trois propositions phares. Oui. Et, M. Koubaki considère déjà que l'évacuation sanitaire est une mesure d'accès inéquitable aux soins de santé. Ça fait 6 milliards de francs CFA par an pour l'État béninois. 6 milliards de francs CFA chaque année. Donc, il a établi d'abord ce constat. Premier élément, il met en place ce qu'on appelle le plan de décentralisation, de déconcentration pour le secteur de la santé. Il y a beaucoup de docteurs qui sont au ministère. On va les redéployer dans les formations sanitaires sur le terrain. Est-ce que ça, c'est des médecins de terrain? Est-ce que ce n'est pas des médecins de comment on les appelle là, de santé publique voilà. S'il vous plaît, le médecin est formé pour soigner les malades. Bon, d'accord. Deuxième élément, nous avons une diaspora dans ce domaine qui est assez riche et variée dans différentes spécialités. Et donc, on va mettre en place un programme de coopération scientifique et technique. Pour les amener à rentrer? Non, pas rentrer. Pour faire des missions d'appui. D'accord. Un autre aspect, c'est la contractualisation des performances du secteur de la santé dans chaque commune. C'est un contrat de performance. Par exemple, si on est dans une zone de prévalence élevée du paludisme, on dit l'année prochaine, on doit réduire le taux de prévalence du paludisme de tel pourcentage. Et sur la base de ça, la commune et les professionnels de la santé et les usagers de la santé s'engagent, l'État aussi. Un autre aspect très important, c'est la mise aux normes du plateau technique de toute la pyramide sanitaire sur la base d'une programmation des investissements pour que ça ne pèse pas aussi sur l'État. En dehors de ça, nous avons le RAMU amélioré. On va reprendre ce dossier RAMU parce que qu'on soit du formel ou de l'informel, l'accès aux soins de santé est un droit constitutionnel au titre de l'article 8 de la Constitution. Alors, Sébastien Ndehou, de l'aveu même du Premier ministre au cours de sa dernière prestation sur l'ORTB, Maria Aglita est un échec sans équivoque. Les 45 milliards engloutis dans cette aventure peuvent être considérés comme de l'argent jeté par la fenêtre, même si selon lui, personne ne devrait en porter la responsabilité, puisqu'il s'agit selon lui d'un échec acceptable. Au-delà de cette posture que chacun appréciera, que fait-on concrètement pour fournir tout au moins de l'énergie domestique au Béninois? Non, je pense que, vous savez, l'énergie comme les télécommunications, c'est un domaine suffisamment rentable. Et également, c'est l'énergie pour l'économie et ce que à peu près le sang est pour le corps. Donc nous pouvons vraiment rien faire. C'est un point très important. Donc, la première des choses, c'est qu'il y aura des choses, nous allons faire les choses par étapes. D'abord, la première des choses à faire, c'est ce que nous avons fait, le diagnostic que nous avons trouvé. Vous avez par exemple un système où la gestion, disons, post-production connaît une perte de 23 à 25%. Ça veut dire que si vous avez 200 mégawatts donc de l'énergie, vous êtes déjà sûr qu'il y a 23 à 25% qui sont perdus. Mais qui paye donc pour ça? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il faut travailler à la maintenance. À réduire les pertes. À réduire donc les pertes. Ça, c'est la première des choses. À réduire donc les pertes.
Mais les pertes, ça c'est dans la distribution. Mais il y a également les pertes au niveau donc, de la gestion. Vous imaginez que nous perdons par exemple 2 millions 500 000 jours à payer seulement les factures. 2 500 000 jours les Béninois perdent à payer. C'est-à-dire que lorsque vous devez vous quitter chez vous pour aller par exemple passer 2 heures, 3 heures de temps en rang quelque part pour pouvoir payer donc votre facture. Vous avez essayé de calculer tout ça? Absolument, nous avons essayé donc de calculer tout ça. Donc à ce niveau, il faut également... ce sont les défaillances de la société béninoise de production d'énergie. Oui, absolument, on n'en disconvient pas. Bon. Mais c'est ce que nous voulons faire, c'est de ça que nous parlons. C'est du mauvais management tout court. Donc nous allons travailler à réduire d'abord ces pertes-là. Mais l'autre chose, c'est que tout de suite, les gens, tout au moins la lumière, c'est le minimum dont tout le monde a besoin. Et vous avez vu l'idée donc du candidat Lionel Dissou, qui aujourd'hui travaille à ce que, au niveau donc de chaque ménage, que tout au moins nos élèves, nos apprenants aient quand même assez à la lumière. Donc c'est le candidat qui agit déjà ainsi? Mais écoutez, ce qui est sûr, ce qui est bon dans ce qu'il a fait au niveau donc du gouvernement, nous allons donc le perpétuer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça là, c'est clair. Maintenant, lorsque nous quittons là, les gens ont quand même besoin donc de l'énergie. Le deuxième palier, en tenant compte donc des investissements qui sont en train d'être faits, eh bien, nous allons travailler tout simplement à mettre en place des centrales, des micro-centrales énergétiques dans des régions, pour que tout au moins les gens ils aient l'énergie pour pouvoir donc faire fonctionner leur atelier. Parce que ça doit pouvoir donc faire tourner donc l'économie. Et ce n'est pas la technologie qui manque, ce n'est pas non plus les moyens qui manquent pour ça. Nous le ferons. Nous le ferons, l'État le fera en partenariat avec le secteur privé. Et nous avons donc ces moyens donc, de pouvoir le faire. Nous le ferons. Parce que de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous sommes à 200 MW. Nous avons besoin au plus donc, de 300 MW d'ici les 5-10 ans qui viennent. Si on considère que l'économie continue donc de croître. Alors, à partir donc de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre en place un système donc, de gestion d'interconnexion donc, de nos réseaux. Vous voyez, lorsqu'un réseau est isolé... avec qui et qui? Oui, entre donc les différentes... Vous les réseaux à l'interne. Prenez par exemple Cotonou. Nous avons Bégamé, nous avons Akpakpa, qui ne sont pas... Et nous avons Parakou et nous avons Natitengu, qui ne sont pas interconnectés. Donc, à partir de ce moment, la gestion devient difficile. Lorsque vous avez de l'excédent à Cotonou, vous ne pouvez pas l'exporter directement sur Parakou. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand vous avez de l'excédent à Natitengu, vous ne pouvez pas l'exporter directement sur Parakou. C'est perdu. C'est perdu. Donc, il faut pouvoir mettre en place un système qui nous permet, par exemple, donc, de fluidifier l'interconnexion donc, de nos réseaux, de sorte que nous puissions avoir une idée très précise de ce qui est dans le réseau et le stabiliser. Pour que là où il y a donc de surplus, on puisse donc le dévier donc là où il y a donc de manque, ainsi de suite. Ça nous permet donc d'avancer. Et nous pensons que dans les en tout cas, au bout donc des 5 premières années, le Bénin doit être en mesure donc de stabiliser sa consommation électrique. Monsieur Tomenti, Pascal Irénée Koubaki, lui, j'ai entendu dire qu'il fait la promotion d'innovation en matière d'énergie électrique. Vous proposez de nous amener conquérir l'énergie marine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, l'énergie marine, c'est l'énergie qui est produite à partir de la force des vagues, de la houle. Le Ghana... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, je dis, M. Koupaki veut diversifier les sources d'énergie. Mais en termes d'innovation, pour couvrir le déficit actuel qui est de 80 MW, parce que le Bénin consomme par mois entre 210 et 220 MW. Tout le Bénin. Tout le Bénin par mois. Et le déficit mensuel se situe autour de 80 MW. Et n'oubliez pas... D'où les coupures. D'où les coupures. Parce que la centrale thermique est en panne. Yeri Paro, à Natitengu, ça c'est hydroénergie, en panne aussi depuis plusieurs années à cause de quelques pièces. Alors, Maria Gleta, vous savez, ça utilise le jet à 1, le gaz, ça revient trop cher. Donc, le type d'énergie dont dispose le Bénin actuellement n'est pas intéressant pour le secteur industriel. Oui, mais la machine dans la mer, alors, va prendre quand? Non, je viens. C'est par rapport à ça que nous disons, ok, nous allons dans un premier temps relancer la réparation de la centrale thermique d'Akpakpa,
réparer Éric Paro à Natitengu. Et en plus de ça, lancer la création de 2 centrales d'énergie marine, dont la première sera installée d'ici la fin de 2017 dans le cadre d'un partenariat privé. Ça existe déjà en Guinée-Bissau, ça existe au Ghana. On n'invente rien. En termes de coût d'installation... Vous avez étudié la faisabilité donc de bien sûr, quand même, nous sommes des cadres d'un certain niveau. Mais vous n'êtes pas encore là, vous avez déjà fait cette étude-là. Mais bien sûr, parce que l'étude existe même sur Internet. Mais ce n'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser... Le Ghana dispose de cette énergie déjà, donc nous allons nous baser sur l'expérience du Ghana et de la Guinée-Bissau. Les Béninois il faut savoir copier chez l'autre ce qui est bien. Les Béninois ont l'habitude, ont le défaut de donner l'impression qu'ils veulent toujours inventer. Nous ne sommes pas dans cette logique, nous sommes réalistes. Nous allons nous inspirer de l'expérience du Ghana et de la Guinée-Bissau pour implanter 2 centrales d'énergie marine au Bénin. La première dès 2017, l'autre vers la fin du mandat de M. Koupaki. Mais je dis, avant cela, il y a urgence. C'est de réparer la centrale thermique d'Akpakpa, de réhabiliter Éric Paro. Et en plus de ça, vous savez, la CEB... Éric Paro, Akpakpa, vous savez pour quelle raison c'est des pièces qui sont tombées en panne. Nous sommes allés discuter avec les gens de la direction de l'énergie. Nous n'avançons pas. Donc la solution est à côté. Existe. Nous sommes allés discuter avec eux. En dehors de ça, c'est que il est possible dans ce pays de développer aussi dans le nord l'énergie solaire. Parce que l'ensoleillement est très élevé à partir des collines jusque dans l'extrême nord. Bon, au sud, ici, on va expérimenter quelques modèles d'énergie éolienne. Donc, nous allons diversifier les sources d'énergie. Mais ce qui est important... Tout ça est prévu par le gouvernement actuel, même s'ils ne sont pas parvenus. L'État est une continuité. Dans quel délai les Béninois doivent vous attendre? À partir de 2017, les gens vont constater vraiment une rupture avec la situation actuelle. Et en 2016, on va réparer Akpakpa, on va mettre en service Éric Paro. Très bien. Alors, sans transition, nous allons aborder le dernier point de cette émission. C'est un fait qu'en 10 ans, aucune de nos élections n'a été organisée dans les délais requis et sans cafouillage. Par la décision EP 16-019 du 11 février dernier, la Cour constitutionnelle a reporté la présidentielle. La distribution des cartes d'électeurs nouvelle génération reste encore et toujours un plan. Quel commentaire vous inspire ce scénario désormais récurrent qui, selon certains, relève soit d'une incompétence morbide, soit de manœuvres clairement frauduleuses? Sébastien Dohou. Non, vous avez parlé de plan, je ne sais pas de quel plan il s'agit, mais je fais le constat tout simplement avec vous que depuis, disons, 2007, nous avons des difficultés pour organiser donc, nos élections. Ça là, c'est vrai, c'est un fait. Vous dites des difficultés? Ou bien nous nous efforçons de ne pas les organiser dans les délais? Bon, ça, de toutes les façons, moi j'utilise le terme difficulté. Je constate tout simplement que nous n'arrivons pas à organiser les élections à temps et nous organisons les élections. Je note la grande subtilité du langage. Nous organisons les élections de façon très difficile. D'accord. Et pourtant, on pouvait donc nous épargner donc de toutes ces difficultés. Bien, maintenant par rapport au cas précis donc des prochaines élections. S'agissant donc du travail donc de COSLEPI. Je crois que le COSLEPI a fait un bon travail jusque-là. Moi, j'étais également un peu surpris de savoir qu'on devrait tout simplement émettre donc de nouvelles cartes d'électeurs alors qu'il n'y a pas plus de 6 mois. Nous avons... C'était là tout le mal? Et s'il vous plaît, il n'y a pas 6 mois que nous avons donc sorti des cartes d'électeurs. C'était la faute à ne pas commettre. Qui nous ont quand même permis donc d'aller aux élections. Donc en réalité, si on devrait donc nous promettre donc de nouvelles cartes, eh bien on devrait s'assurer tout simplement que ces cartes-là, on les a effectivement donc à temps. On les a effectivement, parce que personne ne s'est plaint, à part peut-être la forme donc des cartes avec lesquelles nous avons voté pour les élections législatives. Personne ne s'est plaint, vous ne pouvez pas dire ça. Plaît, parce qu'il y a des milliers de cartes qui sont dans la nature, on ne connaît même pas leur identité, on ne sait même pas où elles sont. Non, ce que je suis en train de dire, ça c'est par rapport à la distribution. D'accord. Mais ce que je dis, c'est par rapport, disons, à la présentation, à la forme donc de la carte. D'accord. Les gens se sont plaints tout simplement donc de la forme, mais ça ne nous a pas empêché d'aller aux élections, voter. Oui, d'aller voter. Nous avons voté nous avons fait même 3 élections
élections avec les législatives, les communales et les locales. Et le pays s'en est quand même sorti tant bien que mal. Il n'y a pas eu trop donc de remous. Donc, à moins donc d'un an pour une prochaine élection, bien sûr, peut-être je crois à la bonne foi donc des gens pour dire que ok, bon, mais ces 4-là, on pourrait faire donc mieux. Donc ils sont rentrés. Et puis on est arrivé maintenant au constat que nous sommes à quelques semaines donc des élections et que nous avons des difficultés pour imprimer donc les 4 et puis donc les choses là, les distribuer. Comment vous appréciez ça? Non, je pense que si on a une bonne planification, c'est des choses qu'on peut éviter. Donc c'est de l'incompétence. S'il vous plaît, non, je n'ai pas utilisé ce mot. Ah bon, si on a utilisez votre mot alors. S'il vous plaît, je dis si on a une bonne planification, et que tous les acteurs jouent effectivement donc leur rôle, eh bien, on devrait pouvoir donc s'en sortir. Mais maintenant, je dis, nous avons quand même une alternative. Et c'est là où je salue la décision donc de la Cour constitutionnelle. Je salue sa décision. Pour dire que ce qui a été fait, ça nous a permis tout au moins de rattraper quand même les Béninois de l'extérieur, qui ont déjà donc eu leur carte d'électeurs et qui vont participer aux élections présidentielles parce qu'ils n'avaient pas eu les cartes qui nous ont permis donc de faire les élections législatives et locales. Donc tout au moins ce pan donc de questions est réglé. Maintenant, il y a une cohorte donc de Béninois qui en 2016 ont eu certainement 18 ans et qui n'avaient pas donc l'ancienne carte. C'est environ 200 000. Environ 200 000. Oui. Ceux-là peuvent également, on pouvait donc se concentrer sur eux pour sortir donc leur carte parce qu'on sait précisément dans quel village ils se trouvent. Chacun donc de se trouve. Se concentrer sur pour que, in fine, donc, selon vous, on pourrait voter avec les anciennes cartes. Et les nouvelles cartes. Les deux à la fois? Mais écoutez, vous ne pouvez pas voter. Non, c'est très clair. Bonjour le cafouillage. Non, mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste, ce que je suis en train de dire est très simple. Ceux qui sont à l'extérieur, ils vont voter avec les nouvelles cartes. Bien. Donc il n'y aura aucun effort à faire pour livrer les nouvelles cartes si on vous écoute. Non, l'effort est en cours. La preuve, c'est qu'on est en train donc de donc on ne parle pas de ça. Il a désormais des électeurs de Cotonou ou de Kandi qui ont leurs cartes, qui ont donc les deux cartes à la fois. Oui, s'ils ont les deux cartes, ils votent avec la nouvelle carte. Avec la nouvelle carte. Alors, et avec la possibilité d'être utilisées les anciennes cartes également. Parce qu'il y aura un registre, il y aura le nom dedans. Ils doivent émarger. Ils vont émarger où? Très bien, monsieur Dou, nous allons donner la parole sur le même sujet à monsieur Tometi. Quelle appréciation vous faites de ça? L'appréciation que je fais de ça, voilà un pays qui est dans la démocratie, disons pluraliste, depuis 1990. Mais nous sommes incapables de planifier, de financer notre démocratie, tout au moins en ce qui concerne l'organisation des élections. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne sont pas prêts pour la transparence. Non, pas du tout. Et vous voyez, les acteurs politiques sont les premiers à dénoncer l'ingénierie de la fraude électorale. Ceux qui l'ont organisé hier sont aujourd'hui dans le camp opposé et qui alertent. Ça veut dire quoi? Nous élisons généralement mal nos dirigeants. Oui, mais on observera, je ne vous interromps pas, monsieur Tometi, on observera que dans cette foire de dénonciation, parce que c'est ce à quoi nous avons assisté depuis 2 semaines, justement, beaucoup de visites aux institutions, au COSLEPI, au Conseil économique et social et ailleurs, on voit que c'est seulement un camp qui dénonce la fraude, mais l'autre camp reste imperturbable. Apparemment, ils sont sûrs de leur affaire, non? Non, vous savez, il y a 2 camps. Il y a le camp de la continuité, le camp de la rupture. Mon candidat fait partie. Il a rupture partout. Il a rupture partout maintenant, hein, monsieur Tometi. C'est un bonheur. Il veut situer son candidat, laissez-le le situer. Tout le monde est dans la rupture. Non. Enfin, c'est la chose la mieux partagée dans le pays aujourd'hui, la rupture. Chacun nous dira ce que ça veut dire. Non, nous sommes non seulement dans le camp de la rupture, mais dans le camp du refus des tripatouillages électoraux. D'accord. Nous sommes dans ce refus. Et c'est pourquoi nous essayons de sensibiliser les Béninois, comme d'autres. Vous votez, vous restez. Oui, mais vous savez que la fraude électorale, elle est multiforme et que ce n'est pas qu'à ce niveau-là que vous devez craindre la fraude. Bien sûr, vous savez, toute stratégie qui est dévoilée n'est plus une stratégie. D'accord. N'en est plus une. Donc vous avez une stratégie. Non, mais question concrète oui. Parlant donc de cela, on sait que
eh bien, à l'Assemblée nationale, il a été retenu que la minorité et la majorité aient deux représentants. En temps, il a eu cette alliance FCBE, PRD et RB. Et donc, disons, les minorités, les majorités se sont fondues, refondues, ont fait plutôt une unité. Si bien qu'il a risque aujourd'hui comme représentant donc de la minorité PRD, qui désormais est donc de la majorité, il a risque que le même bord contrôle le bureau de vote et donc risque de fraude. Est-ce que vous ne venez pas avaliser, par exemple, de ces gens de forfaiture? Non, quand même, les dépouillements seront déjà faits au niveau de chaque... Vous dépouillez ce qui a été préparé. Qu'est-ce qui a été préparé? Il n'y a aucun problème, vous pensez pas Non, je vous ai dit, il y a une machine à fraude qui existe dans le pays. Ça, l'essentiel, c'est de redoubler de vigilance. Mais on ne peut pas dévoiler... On n'a pas l'impression que vous soyez inquiété par cet aspect. Non, on est inquiété, mais nous ne pouvons pas dévoiler toute notre stratégie de surveillance. Très bien. Alors, Sébastien Dohou, fort des déclarations précédentes d'Augustin Roeb, là, c'était insinué que ce retard dans la fabrication et la livraison des cartes d'électeurs correspond à un calendrier secret que vous éteindrez au niveau de votre alliance. On ne doit pas les prendre au sérieux, n'est-ce pas? Non, ce qui sort de charlatanisme, moi je n'en parle pas. Ah d'accord. Alors mais on note quand même une incroyable similitude, M. Dohou, sur un aide déjà vu dans ce qui se joue. Le déroulement de la présidentielle de 2011, encore frais dans les mémoires, a été marqué par d'inextricables cafouillages. Vous êtes d'accord? Votre candidat dit même qu'il a été, enfin le président de votre parti dit qu'il en a été même victime. Et nous avons assisté non seulement à des cafouillages, mais également à deux reports. Le corps électoral était convoqué pour le 27 février 2011. Le 28, enfin. Le 27 février 2011, avec deux reports successifs, les 6 et 7 mars et 13 mars 2011. Le tout fut couronné par des excuses présentées pour la qualité médiocre du scrutin. Là, nous avons été convoqués pour le 28 février 2016, report 6 mars 2016. Peut-être que nous irons vers un autre report 13 mars 2016, on n'en sait rien. Alors, est-ce que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne devrait pas assister au même scénario? Oui, je suis très content que vous ayez donc fait ce flashback parce que nous, on a qu'été victime. Hein? Oui, on n'a qu'été victime. Maintenant, vous voulez produire de nouvelles victimes? Attendez. Nous, on n'a qu'été victime. Donc, on ne sait pas. Lorsque comment on dit, M. Tometin parle donc de machines donc de fraude, je comprends très bien qu'il est au courant parce vous que voulez nier l'existence de machines de fraude? Quand son candidat était au gouvernement en 2011 et a fait campagne, j'ai encore donc les CDI, donc et a fait campagne donc pour l'élection présidentielle de 2011. Donc, je suis d'accord avec lui. S'il le dit, je lui donne acte de ce qu'il existe vraiment une machine à frauder. Parce que vous l'ignorez. Et donc, nous, on a été toujours victimes. Ah, d'accord. Maintenant, nous, on vient travailler. On ne sait pas comment... Vous ne savez rien. Comment on fraude. On ne sait pas comment faire, c'est eux qui en parlent. Donc certainement ils savent. Mais nous on n'est pas donc dans cette dynamique. Donc, vous êtes nous faisons les choses. Très bien, nous ferons les choses comme il se doit. Alors malheureusement le temps qui nous est imparti est achevé. Là, juste pile poil. Nous allons vous laisser 30 secondes chacun pour conclure cette émission. Monsieur Tometin. Le chaos n'aura pas lieu. Il y aura un second tour et mon candidat passera. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Dohou. Je souhaite qu'il y ait le chaos. D'accord. Monsieur, vous l'avez constaté, Madame, Monsieur Vigile Awansé, ici se referme ce 110e numéro du Grand Rendez-vous. Sébastien Dohou du PRD pour Lionel Zinsou, Narcisse Tometin de l'École de la Nouvelle Conscience pour Pascal Irénée Koupaki. Saka Fikara était attendu dans cette émission pour défendre les intérêts de Sébastien Adjavon. Malheureusement, il n'y était pas. Messieurs, merci d'être venu éclairer de votre opinion l'actualité du moment et la lanterne des Béninois. Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Villa Wansé Oufidadou, nous vous remercions de votre fidélité. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour dimanche prochain. Même heure, même fréquence pour le même exercice si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.